Merci pour cette introduction. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Super. C'est assez impressionnant de se retrouver ici pour Odile et moi parce que nous sommes psychologues cliniciennes, pas du tout oratrices. Et pour la petite confidence, c'est la première fois que nous menons une conférence. Donc voilà, nous ferons au mieux. Et c'est un plaisir d'être ici, de pouvoir parler de cette thématique qui nous tient à cœur, à Odile et moi-même. C'était un enjeu important, intéressant, et donc nous sommes là avec beaucoup de plaisir. Donc, comme je le disais, nous sommes psychologues cliniciennes toutes les deux, pas du tout chercheuses, oratrices, et donc nous allons essayer de vous faire un tour d'horizon de l'anxiété sur base de nos connaissances, un petit peu de théorie bien sûr, mais aussi sur base de notre pratique. Et donc l'objectif de cette conférence n'a pas pour but de vous rendre experte du diagnostic au traitement de l'anxiété, mais plutôt de mieux comprendre, peut-être d'avoir une vision un petit peu différente de ce que nous entendons par anxiété, et on l'espère que vous ayez quelques pistes, quelques idées, en tout cas pour mieux vivre avec cette anxiété qui effectivement fait partie de notre quotidien. On va, en tout cas, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous avions envie de vous proposer un petit temps pour vous déposer aussi. Oui, de se présenter d'abord. On a déjà commencé un petit peu, effectivement. Donc, je suis Sarah Limam, je suis psychologue clinicienne et psychothérapeute. D'abord formée aux thérapies cognitivo-comportementales. Et puis, il y a quelques années, j'ai découvert l'hypnose thérapeutique et donc j'ai commencé à m'ouvrir au champ plus psychocorporel. Et il y a quelques années, je me suis formée à une approche qui est très peu connue, je pense, en Belgique, qui s'appelle l'intégration du cycle de la vie, qui est une approche psychocorporelle également, qui permet notamment de travailler sur les traumatismes psychiques. Je travaille actuellement comme psychologue de première ligne en maison médicale sur les hauteurs de Liège. Où j'ai une pratique en partie individuelle, donc je reçois des personnes adultes en individuel, et où je développe aussi une approche groupale. Et dans ce contexte-là, nous avons créé avec Odile il y a quelques mois un atelier que nous avons intitulé « La gestion du stress via des techniques ». Super, merci. Des techniques de yoga sur chaise. Et donc, au vu de la thématique, on trouvait intéressant de nous en inspirer, de vous faire part de certaines expériences que nous avons pour alimenter cette conférence. Oui, et donc, pour ma part, je suis psychologue clinicienne depuis 17 ans. Et j'ai travaillé beaucoup dans le secteur hospitalier. Donc, j'ai travaillé à l'hôpital et dans les maisons de repos, dans une équipe mobile après la crise du Covid. Où j'ai eu la chance de faire partie d'une équipe qui partait en fait du service de santé mentale, le CIAGEF, dans le quartier Saint-Léonard, pour aller amener du soutien psychosocial aux équipes, aux résidents et aux familles. Et alors, j'ai aussi eu la chance d'être professeur en psychopathologie au Barboux et pour les futurs directeurs de maisons de repos à l'IFAPM il y a longtemps. Et parallèlement à ça, moi, j'ai découvert le yoga quand j'avais une vingtaine d'années, grâce à ma maman. Et puis, je ne l'ai jamais quitté. J'ai décidé de me former. Donc, j'ai aussi fait une formation auprès de la Fédération française de Hatha Yoga. Merci d'avoir précisé d'ailleurs que c'était du Hatha Yoga. C'est super, parce qu'il y en a plein des yogas. Et donc, à côté de ma pratique de psychologue actuellement comme indépendante, où je consulte dans des centres médicaux du CHC, mais aussi auprès de médecins traitants, je donne des cours de yoga et très vite j'ai utilisé cet outil aussi bien en accompagnement individuel qu'en groupe, mais pas sur le tapis parce que les cours hebdomadaires sur le tapis, voilà, c'est ça, mais pouvoir amener en fait cet outil dans les maisons de repos ou bien dans les services de santé mentale ou bien en maison médicale et l'adapter avec une pratique sur chaise, c'est vraiment un outil très puissant et qui, pour moi, allait de soi de pouvoir atténuer ou en tout cas faire baisser un certain niveau d'anxiété et pouvoir continuer aussi le travail thérapeutique par ailleurs. Et donc, j'étais vraiment très contente de pouvoir développer les groupes avec Sarah, c'est le moment où on se congratule, voilà, et de découvrir aussi, de rencontrer des personnes et de partager à nouveau ces techniques psychocorporelles. Bon, c'est plus ou moins ça, on sera là après si jamais il y a des questions. On s'était dit en fait que pour commencer la conférence, on allait prendre un petit temps pour se poser, pour se déposer.
C'est un peu ce qu'on fait quand on travaille aussi en groupe. À l'image d'une météo intérieure, ici, on est tous venus, on a eu différents obstacles de parking, d'ascenseur, de pluie, voilà. Et on avait envie de voir ce moment où on va se questionner en fait sur qu'est-ce que vous faites là aujourd'hui, pourquoi vous êtes venus un jeudi soir dans cette obscurité, que venez-vous chercher ici dans cette conférence sur le stress. Et finalement, dans quel état, vous allez faire l'exercice de vous observer, dans quel état psychocorporel on se trouve. Alors avant de commencer, je vous demande de jouer le jeu. Vous faites comme moi, vous décroisez les jambes. Ah, c'est bien, ils sont disciplinés. Vous trouvez une posture un peu stable, un ancrage. Et on ne va pas vous passer le micro tout de suite, ne vous tracassez pas. Mais simplement un petit temps pour se dire, tiens, là, comment je me sens ? Et c'est quoi mes attentes pour ce soir ? Et comme ça, après notre prise de parole, peut-être que vous aurez des questions ou des choses, parce que vous dites, ah là, il me manquait quelque chose. Voilà. Bien. Alors, au menu ce soir, nous avons concocté celui-ci, vous le voyez sur l'écran. Nous espérons qu'il sera à votre goût, qu'il ne sera pas trop copieux ni trop léger. En entrée, nous allons vous proposer quelques repères théoriques pour mieux cerner ce qu'on appelle l'anxiété par rapport à d'autres notions. Nous allons passer en revue les différentes manifestations cliniques de l'anxiété, quelques mots sur la prévalence également. En plat de résistance, nous vous proposerons de distinguer ce que nous appelons par anxiété quotidienne de l'anxiété pathologique. En dessert, nous vous proposerons une petite mise en pratique d'outils psychocorporels. Vous avez eu un avant-goût ici. Et en digestif, ce sera le temps des questions que vous aurez éventuellement à nous poser. Donc, on va parler de stress, d'anxiété, d'angoisse, avec un premier constat en préparant la conférence, c'est que c'est très difficile en fait de définir parfaitement et de façon unanime chaque terme. Maintenant, on va essayer quand même de rebaliser un petit peu avec quelques repères théoriques. Avec cette idée en fait que ces trois phénomènes, on va les retrouver de façon très globale dans toute la sphère de la psychopathologie, mais aussi dans des phénomènes tout à fait quotidiens et qui font partie de l'existence en fait. Donc ça va être ça notre fil rouge, et on va voir en fonction du bagage de chacun, de l'histoire de chacun, ce que ces termes peuvent évoquer. Donc nous allons commencer par la notion de stress. Comme cela a été dit en introduction, le stress fait partie de notre quotidien. Nous l'employons un petit peu à toutes les sauces au final. Et peut-être qu'en ce début d'année académique, on le ressent d'autant plus. Alors comme vous le voyez ici, on peut retenir cette définition du stress qui est une réponse physiologique d'adaptation pour faire face à un danger. Donc face à une situation dangereuse, menaçante ou nouvelle, l'organisme va mettre en place toute une série de réactions au niveau physique, au niveau physiologique et psychologique de manière à faire face. Donc c'est vraiment un mécanisme d'adaptation. L'idée étant de mettre en place, de mobiliser de l'énergie pour pouvoir retrouver un équilibre et donc ne plus avoir ce stresseur. Et donc pour mieux comprendre ce qui se passe dans notre organisme, nous avons choisi de reprendre ce petit schéma. Alors c'est très simplifié puisqu'on ne va pas passer tout un temps. L'objet de la conférence est plutôt l'anxiété et pas le stress. Donc dans le cas d'un stress aigu, quelque chose qui se passe à un moment T, notre système nerveux autonome, qui fait partie du système nerveux que nous avons tous en tant qu'être humain, en tant qu'organisme vivant, qui gère pas mal de fonctions vitales, telles que la respiration, la régulation du rythme cardiaque, la digestion. Donc toutes ces fonctions, vous n'avez pas besoin d'y penser consciemment, tout cela se fait de manière automatique. Ce système nerveux autonome est composé de deux branches, le système nerveux sympathique ou orthosympathique et le système parasympathique. Donc juste pour la petite nuance, mais ces deux branches sont antagonistes. Donc quand une branche est activée, l'autre ne peut pas l'être en même temps.
Donc face à un stress, une situation qui nous met dans un état de quelque chose qui est menaçant, qui est potentiellement dangereux, ou une situation nouvelle, le système nerveux sympathique va être activé de manière tout à fait automatique. Et cela pour assurer la survie de l'individu. Donc c'est en quelque sorte un accélérateur. Il joue un rôle d'accélérateur, de mobilisateur d'énergie pour pouvoir faire face à la menace, soit en fuyant, soit en luttant. Et quand ce stresseur est évacué, il y a un principe d'homéostasie, donc retour à l'équilibre. Et donc le système parasympathique peut lui être activé de manière à pouvoir récupérer d'énergie, retour au calme. C'est un moment où on va pouvoir se poser, se reposer. Donc c'est un peu le frein de l'organisme. L'anxiété, quant à elle, est plutôt une anticipation. Donc c'est déjà imaginer un futur qui n'est pas encore là, qui pourrait arriver, mais qui peut-être n'arrivera jamais. Donc c'est anticiper une situation potentiellement dangereuse, menaçante. Et donc on peut distinguer ces deux notions de cette manière-là. Le stress étant une réaction de l'organisme face à un agent extérieur à nous, alors que l'anxiété est une anticipation, une émotion qui est de l'intérieur de l'individu. Quant à l'angoisse, en fait, c'est aussi difficile de définir de façon satisfaisante ce terme. C'est un peu comme si on demandait à quelqu'un de définir c'est quoi l'amour, c'est quoi la passion, c'est quoi l'angoisse. On va chacun y avoir quelque chose en fonction de son vécu. Et j'avais repris une phrase de Schneider qui disait que quand on pense à la destinée humaine, on devrait davantage s'étonner de voir l'homme sans angoisse que de le voir angoissé. Cette idée, en fait, que ça fait partie aussi de notre destinée en tant qu'humain, de ressentir cette angoisse. On va pouvoir retrouver 3 phénomènes au niveau affectif, au niveau corporel et au niveau imaginal. Alors, les phénomènes affectifs et corporels sont très liés. Un peu ces symptômes de versant somatique qui cachent parfois le reste. Dans l'angoisse, les crises d'angoisse, les manifestations physiques cachent parfois finalement qu'il y a un côté imaginal. Donc, est-ce que c'est une image qui a provoqué cette angoisse ou est-ce que c'est l'angoisse qui fait qu'à un moment donné, j'ai un contenu mental qui m'angoisse d'autant plus? En tout cas, on est souvent d'accord pour dire que par rapport à l'anxiété, l'angoisse, on va surtout se trouver sur des symptômes d'une intensité très forte, de façon plus brève, avec une sorte comme une menace, une sensation de menace de mort, en fait, une menace de néantissement, comme un vertige intérieur, qui est très fort. En fait, l'angoisse, c'est avoir peur de quelque chose. Donc, cette peur, c'est une émotion, mais qui a aussi une fonction adaptative, puisqu'on évite d'être confronté à un danger, et elle déclenche de façon automatique toute une série de réponses. Et donc, j'ai retenu aussi cette phrase qu'une élève de yoga me disait quand j'expliquais que j'allais préparer une conférence. Elle me disait « mais parfois la peur nous sauve ». Voilà. Alors en termes de prévalence, nous n'avions pas envie de vous noyer dans des chiffres, mais l'idée étant d'avoir quand même une petite idée de la tendance. Les troubles anxieux font partie des troubles psychiques les plus représentés dans la population générale et également en consultation. Ça concernerait un adulte sur 4 qui souffre ou souffrirait à un moment donné d'un trouble anxieux. Donc c'est effectivement l'affaire de toutes et tous. Et les enfants et les adolescents sont également concernés. Certains chiffres estiment que 15 à 20% des enfants et adolescents souffriraient également d'un trouble anxieux. Donc on va entamer le plat et parler de cette anxiété quotidienne qu'on a déjà introduite, avec le fait de se rappeler que c'est un phénomène qui est normal, qui est inhérent à la condition humaine et qui fait partie de notre vie d'humain. L'anxiété nous protège. Et quelque part, l'anxiété peut à la fois nous mettre en mouvement, ça peut être un moteur. Si on n'avait pas eu cette anxiété avant de préparer la conférence, je ne sais pas si on aurait fait quelque chose. Enfin voilà, ça a été un moteur, mais c'est aussi un frein. Et parfois, cette ambivalence, elle a lieu. Ça peut coexister. J'ai à la fois le moteur de me mettre en route, mais parfois l'anxiété va m'inhiber.
Et donc, en tout cas, voilà, c'est cette réaction naturelle avec ces 4 composantes. Donc on va vous les détailler l'une après l'autre. Donc nous allons commencer par la composante physiologique. Donc je reprends ce fameux système nerveux autonome que nous avons vu tout à l'heure. Et si vous vous rappelez, donc c'est bien la branche sympathique qui vient s'activer, donc le côté gauche de l'image. Et donc très souvent, les personnes vont rapporter des symptômes du type vertige, maux de tête, maux de ventre, nausées, douleurs musculaires, tremblements, sueur, et j'en passe, qui sont en fait des symptômes liés à l'activation de ce système sympathique. Comme vous le voyez, c'est une branche, c'est un système qui va innerver pas mal d'organes et donc qui peuvent expliquer la panoplie de symptômes qu'on peut ressentir lorsque nous sommes anxieux. Alors il y a également une composante cognitive. Qu'est-ce qui se passe dans notre tête lorsque nous sommes anxieux? Eh bien, si vous observez, la prochaine fois où vous serez anxieux, vous sentirez anxieux, en général, on a une attention bien intentionnelle, une attention qui va se focaliser sur ce qui est potentiellement menaçant, dangereux. C'est quelque chose de tout à fait automatique, de tout à fait non contrôlé et qui va empêcher en fait de voir d'autres aspects de la réalité. Et donc on retrouve cette composante émotionnelle qui, en fait, c'est un continuum. Ça va de j'observe que je suis un peu inquiet, un peu nerveux, un peu préoccupé, à un état de tension psychique qui va monter et qui peut parfois être vraiment cet état de peur et de sensation au niveau émotionnel. Je suis terrifiée. Ça peut être très fort. Et donc, cette sensation subjective de malaise, cette tension interne, elle va mener à des comportements. Donc c'est cette sphère comportementale. Il y a l'émotion et puis après il y a cette mise en pratique quelque part du corps avec des comportements qui peuvent être dans la défense, dans la fuite ou dans l'évitement. Et on peut retrouver aussi tout ce qui est inhibition anxieuse. Donc, quand je suis anxieux, je vais être dans cette inhibition ou alors à l'inverse dans une agitation improductive et complètement désordonnée. On peut aussi parfois avoir un certain degré d'agressivité, d'irritabilité. On en parlait encore au groupe ce matin. Beaucoup de gens se retrouvaient aussi là-dedans, le fait de se rendre compte qu'on est anxieux parce qu'on vient d'engueuler quelqu'un dans sa famille. Ah oui, en fait, je suis stressée, je n'avais pas remarqué. Bon. Et on a aussi toute une série de comportements compensatoires, un peu de faire illusion, des personnes qui vont parfois se montrer plus sûres d'elles, un peu plus dans la distance, alors qu'en fait, elles sont très anxieuses. Mais voilà, ça fait bien illusion, ça fait bien le job. Ce qu'on observe aussi dans la composante comportementale, c'est qu'il y a une contagion anxieuse. Donc ça, c'est vraiment l'effet éponge. Par les mimiques, par ce qu'on ressent, on peut finalement, l'entourage peut aussi être anxieux, alors qu'à la base, ça allait. Et il y a des personnes qui sont beaucoup plus sensibles à ça que d'autres, qui arrivent moins bien. En tout cas, dans leur fonctionnement, observent que l'anxiété va se répandre presque de façon incontrôlable, alors qu'à la base, tout allait bien, et puis en fait, je t'ai vu, et ben voilà. Donc la contagion anxieuse est assez intéressante. Au niveau de cette anxiété quotidienne, nous, ce qu'on tenait aussi à dire, c'est ramener une autre paire de lunettes qui est assez utile. C'est que de se dire, elle est normale, elle est indispensable à notre survie. Elle n'est pas néfaste dans une certaine mesure quand elle est, on va dire, de courte durée et qu'elle nous permet justement de fonctionner normalement. Et cette paire de lunettes-là, elle est intéressante parce qu'elle nous fait changer de regard et ne plus être dans je dois lutter contre ce phénomène qui est l'anxiété. Parce que souvent, c'est ce qu'on a en consulte, ou même parfois en groupe, c'est je ne devrais plus être anxieux, ou mais enfin j'ai tout pour être heureux, ou mais qu'est-ce qui m'arrive ? On a eu encore, je pensais à quelqu'un qu'on a eu ce matin qui disait ça ne s'arrêtera jamais. Je me mets toujours, je pense que ça va aller mieux, que je serai mieux dans ma peau, mais en fait j'observe qu'il y a toujours quelque chose qui me tombe dessus. Alors c'est vrai que si on arrive à se dire que ça fait partie de l'expérience, alors ça ne veut pas dire que ça marche comme ça, mais c'est ce qu'on va pouvoir travailler en consultation en tout cas. Et malheureusement, dans certaines situations, cette anxiété prend de l'ampleur et devient problématique, devient pathologique.
quels sont les critères. En tout cas, quand ça s'inquiétait, ça alarmait, quand les manifestations qu'on vient d'énumérer à l'instant deviennent plus sévères, plus fréquentes également, quand les symptômes deviennent plus persistants, quand cela empêche la personne de fonctionner de manière optimale, comme le disait Odile, quand vous arrivez à continuer à fonctionner dans votre quotidien, que ce soit au travail, dans votre famille, dans votre couple, dans toutes les sphères de votre vie, c'est quelque chose d'adaptatif, mais ça devient problématique lorsque l'anxiété finit par prendre le dessus. D'ailleurs, c'est souvent un discours que les patients ont en consultation, c'est « j'ai besoin d'aide parce que là, c'est l'anxiété qui commence à dominer ma vie. Je n'ai plus le sentiment d'être maître à bord, mais plutôt d'être submergé par cette anxiété. » Et donc, ça engendre évidemment une détresse pour la personne, mais également pour l'entourage. Et donc, que se passe-t-il sur le plan physiologique? Donc, nous allons reprendre toutes ces composantes dans cette situation où l'anxiété devient problématique. Sur le plan physiologique, on constate qu'il y a comme un déséquilibre au niveau du système nerveux autonome. Vous aurez compris que ce concept de système nerveux, je l'aime particulièrement bien, mais c'est quelque chose qui se passe dans nos corps, d'où cette approche psychocorporelle, et c'est important qu'on garde en tête effectivement que c'est d'abord le corps qui en souffre. Et donc ce système nerveux autonome ne peut plus, comme tout à l'heure, activer la branche parasympathique comme il le devrait. Et donc c'est ce système sympathique qui est sollicité de manière assez fréquente. Et donc on constate qu'il y a comme une hypersensibilité du système d'alarme. Il y a d'ailleurs une structure au niveau du cerveau qu'on appelle l'amygdale, qui est un peu une sorte de sentinelle qui va venir s'activer lorsqu'il y a une perception d'un danger, d'une menace, qui réagirait de manière plus rapide chez les personnes souffrant d'un trouble anxieux. Sur le plan cognitif, pour reprendre un petit peu la notion d'un médecin, un psychiatre français, Frédéric Fanger, il parle d'une triple peine. Les personnes souffrant d'un trouble anxieux souffriraient 3 fois, à 3 temps en tout cas différents. D'abord, avant la situation redoutée, avant d'être exposées à une situation anxiogène, les personnes auraient tendance à déjà élaborer toute une série de scénarios catastrophes. D'ailleurs, très souvent, en consultation, on constate que certaines personnes sont très créatives et arrivent à élaborer pas mal de scénarios sur un mode, comme on disait tout à l'heure, négatif, catastrophique. Lorsqu'elles n'ont pas le choix et qu'elles doivent s'exposer à la situation, c'est aussi un moment où ces personnes vont avoir, comme je disais tout à l'heure, des biais attentionnels, donc une attention focalisée sur ce qu'elles redoutent, sur ce qui est potentiellement menaçant. Donc, par exemple, étant anxieuse là maintenant, je pourrais observer certains regards que je trouve peut-être menaçants. Je serais en train de me dire mais qu'est-ce qu'on pense de moi? Peut-être que je suis nulle, peut-être qu'on va me juger négativement, etc. C'est quelque chose qu'on retrouve très fréquemment. Et finalement, au troisième temps, qui est après la situation, les personnes anxieuses ont tendance à faire part de rumination. Elles vont avoir tendance à ressasser la situation en formulant toute une série d'autocritiques. Et donc au niveau émotionnel, si on repart de ce sentiment de peur, on va avoir aussi une usure émotionnelle, parce que c'est fatigant. Et ça, on en parle aussi souvent, même dans les témoignages qu'on reçoit, c'est que quand il y a un stress chronique ou alors qu'une personne souffre d'un trouble anxieux, comme il y a cette hyper-réactivité émotionnelle, de façon répétée et chronique, la personne se retrouve dans des états émotionnels très forts et très compliqués. Et donc, ça prend beaucoup de place, ça prend trop de place, c'est épuisant et ça empêche de profiter du reste. Et donc, c'est ça aussi qui fait qu'on peut voir apparaître des évitements. Donc, les évitements pour ne pas se retrouver dans ces situations-là peuvent être tout à fait visibles. Donc, par exemple, quelqu'un qui a la peur de se retrouver dans des foules ne va pas aller faire ses courses au shopping Cora parce qu'il a peur de retrouver du monde. Ou alors, les évitements peuvent être plus subtils. Donc, par exemple, je vais aller à cette soirée où j'ai peur de rencontrer des personnes, où j'ai peur d'être trop exposée, mais je vais boire un petit peu. Donc, grâce à l'alcool, je me sens mieux et ça m'aide. C'est un anxiolytique en vente libre. Donc voilà. Après les évitements subtils,
il y en a tout un panel et on peut se questionner chacun. Et c'est assez parfois efficace, et heureusement qu'on en a pour pouvoir faire face à certaines situations. Mais quand ils sont déployés de façon systématique et qui nous empêchent quand même de vivre la situation qui pourrait nous amener des choses positives, c'est là que ça peut être intéressant de les décoder aussi en séance individuelle. Alors nous souhaitions exposer très brièvement les différents troubles anxieux que nous retrouvons principalement en consultation. Nous avons fait le choix, Odile et moi-même, de ne pas nous attacher à un manuel descriptif dans le domaine de la psychologie, la psychothérapie et la psychiatrie. Il y a un gros manuel qu'on appelle le DSM qui est utilisé, qui a été revu il y a quelques années, où certains troubles anxieux exposés ici ne s'y retrouvent plus. Donc voilà, nous avons fait le choix de nous baser sur notre pratique de clinicienne, de manière à ce que vous ayez un éventail plutôt le plus exhaustif possible. Et donc on retrouve les troubles anxieux généralisés, qui sont les plus représentés dans la population. C'est à peu près 6% de la population, donc c'est quand même beaucoup de personnes qui sont concernées. De manière très caricaturale, ce sont des personnes qui ont peur de tout et tout le temps. Ce sont des personnes qui sont dans des craintes excessives sur différents domaines de la vie. Donc c'est quelque chose de très envahissant dans le quotidien. Le trouble panique, donc il y a ce qu'on appelle des crises paniques. L'autre terme employé qui signifie la même chose, ce sont les crises d'angoisse. Donc effectivement, ce sont des moments bien précis où la personne va de manière soudaine ressentir toute une série de symptômes. En général, il y a une accélération du rythme cardiaque, des sueurs, des vertiges. La personne a peur de tomber, de mourir même. Ce sont des personnes qui vont très facilement aller aux urgences parce qu'elles ont l'impression d'avoir une crise cardiaque. Elles ont peur de perdre le contrôle, de devenir fou ou folle. Et donc, il s'agit d'une crise d'angoisse quand il n'y a pas de pathologie effectivement à côté de cela. On parle de troubles paniques quand ces crises arrivent de manière répétée et lorsque la personne développe une peur d'avoir une nouvelle crise. Et donc c'est en quelque sorte une peur d'avoir peur qui peut s'accompagner ou pas d'agoraphobie. Donc l'agoraphobie est une crainte de s'exposer dans des situations où il n'y aurait pas d'issue possible, où il serait difficile de pouvoir s'échapper ou d'être secouru. Donc ce sont des personnes qui vont avoir des difficultés à prendre les transports en commun, à aller dans des endroits, effectivement, on n'a rien, on n'a pas de lien particulier avec le Cora, mais je reprends cet exemple. Venir ici, par exemple, serait vraiment compliqué, ou alors elles élaborent toute une série de stratagèmes pour sortir de cette situation si quelque chose leur devient vraiment difficile à gérer. Les phobies simples, ce sont des peurs excessives, irraisonnées, liées à une situation ou à un objet bien défini. Donc, on peut parler par exemple de la phobie de l'avion, des araignées. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment lié à un thème particulier, contrairement au trouble anxieux généralisé qui là est multithème. Le trouble d'anxiété sociale, c'est bien plus que de la timidité. C'est vraiment une peur extrêmement envahissante, où les personnes ont une crainte excessive d'être confrontées à d'autres personnes par crainte d'être jugées négativement, d'être humiliées, d'être rejetées. Ce sont des personnes typiquement qui vont vraiment avoir de grosses difficultés à être dans des situations sociales, à prendre la parole. Donc ça génère beaucoup de détresse et il y a notamment beaucoup d'évitement aussi. Ce sont des personnes qui vont s'empêcher d'aller dans certaines situations par peur d'être pointées du doigt. Le trouble obsessionnel compulsif, donc il se caractérise par la présence d'obsessions. Ce sont des pensées qui arrivent de manière intrusive, qui vont générer une détresse. Du type si je ne fais pas tel comportement, alors il va se passer un malheur, soit pour moi, soit pour un proche. Et de manière à pouvoir contrer cette détresse, les personnes vont adopter des comportements sécurisants, qui sont souvent des comportements qui deviennent ritualisés. Et donc on peut compter des comportements comme des vérifications, des lavages, parfois des pensées magiques aussi.
En général, ces compulsions prennent énormément de temps. Ce sont des personnes qui le font de manière répétée, et donc ça altère la qualité de vie. Le stress post-traumatique, qui est aussi une grosse problématique qui survient après avoir été exposé à un traumatisme où il y a eu un risque, un danger de mort pour la personne elle-même ou pour un proche. Et donc en général, les personnes vont avoir des symptômes de reviviscence. Donc elles vont être impactées, elles vont toujours revivre la scène, vraiment comme si elles y étaient encore. Donc c'est des personnes qui vont avoir des cauchemars, des pensées liées à la situation qui a été traumatique pour elles. Donc on voulait aussi aborder les troubles, les problématiques psychiques qui sont associées aux troubles anxieux. Donc on l'a dit et on le sait, ça fait partie vraiment ça va traverser toute la psychopathologie, l'anxiété. Ce qui est aussi très fort, c'est cet axe anxio-dépressif. Bien souvent, les troubles anxieux s'accompagnent aussi de symptomatologie dépressive et l'inverse. Et ça n'a pas trop d'intérêt en cabinet de faire une grande distinction, puisqu'on va pouvoir aborder en fait les thématiques. Ce qui est un peu différent, c'est qu'au niveau de la dépression, quand elle prédomine, ce trouble de l'humeur dépressive, une grande tristesse, presque une douleur morale en fait, qui peut s'accompagner d'idées noires avec un gros risque de passage à l'acte quand l'anxiété et l'agitation sont là. Dans la dépression, on va retrouver aussi une perte de l'élan vital. Donc on n'a plus le moteur de faire des choses et on aura beau essayer, ça ne marche pas en fait. La volonté n'y est pour rien. Dans la dépression, on va retrouver aussi tout ce qui est dévalorisation, dépréciation, culpabilisation, la honte, parce que ça fait partie aussi des peines finalement associées aux troubles, c'est qu'on s'en veut de ressentir ça et que c'est très compliqué de se dégager de ce contenu de culpabilisation. Et au niveau des addictions, donc ça dépasse largement le cadre de l'alcoolisme et des toxicomanies. Bon, il y a la place des jeux, les addictions aux jeux, mais aussi maintenant les écrans, la compulsion, l'addiction à tout ce qui est réseaux sociaux, à cette alimentation finalement, qui sont des tentatives pour baisser un peu l'anxiété ou pour éviter d'être dans notre contenu angoissant, et en fait qui sont vaines, puisqu'on va justement continuer à alimenter notre anxiété. Oui. Alors en termes de causes, quelles sont les causes? Comment expliquer qu'à un moment on arrive à développer une anxiété qui devient pathologique? Alors en psychologie, il est très difficile de déterminer une cause unique. En général, c'est un faisceau de facteurs causaux qu'on met en évidence, et c'est le cas ici pour les troubles anxieux également. Et donc on peut mettre en évidence la présence de facteurs biologiques. Donc nous avons tous un tempérament différent. Certaines personnes ont un tempérament de base plus anxiogène, plus anxieux. Il semblerait aussi qu'il y ait des variables génétiques. Des études ont mis en évidence que les personnes anxieuses avaient un déséquilibre au niveau de certains neurotransmetteurs. Donc, c'est les messagers chimiques que nous avons dans le cerveau, et plus particulièrement la sérotonine et le GABA. Or, l'éducation, l'environnement familial dans lequel on a évolué, si on a évolué dans une certaine insécurité affective, ça peut être un facteur de risque de développer un trouble anxieux. Les traumatismes psychiques peuvent être à l'origine également de développement d'un trouble anxieux par la suite. Les conditions de vie, on l'oublie parfois, mais effectivement, Odile vient de parler des différentes consommations possibles, que ce soit les écrans, l'alcool, le tabac, l'isolement social. On a tendance à peu en parler, mais c'est un gros facteur de risque. On l'a vu d'ailleurs durant la pandémie. Une mauvaise hygiène de vie de manière générale, un manque de sommeil, une mauvaise alimentation, et également le stress chronique. Tout à l'heure, je parlais du stress aigu, avec ce fameux système nerveux autonome, mais le stress chronique a effectivement une influence sur le développement d'un trouble anxieux.
Et comme le disait tout à l'heure Odile en parlant de l'angoisse, la condition humaine, nous sommes des êtres qui avons conscience que nous sommes nés à un moment donné, que nous allons mourir à un moment, mais sans savoir ni quand ni comment. Et ça, en soi, est anxiogène. Alors, de manière à continuer la compréhension de ce phénomène, de comprendre comment, en fait, cette anxiété se nourrit, s'auto-entretient, nous avons schématisé de manière assez synthétique ce qui se passe. Une personne anxieuse va donc être hyper vigilante, va percevoir un danger, une menace, là où il n'y en a pas nécessairement, et donc va ressentir une détresse importante. Vous avez vu toutes les manifestations possibles, de manière à pouvoir soulager, de pouvoir sortir de cet inconfort. La personne va donc mettre en place des évitements. Odile tout à l'heure parlait d'évitements situationnels, donc la personne ne va pas s'exposer à la situation, ou des évitements subtils. Donc je vais quand même devoir m'exposer parce que je n'ai pas le choix, mais je ne vais pas totalement faire l'expérience que je suis capable de supporter un certain niveau d'inconfort. Et donc à court terme, la personne va se sentir soulagée, diminution de cet inconfort, mais à moyen et long terme, cela va évidemment avoir un impact sur la confiance en soi, puisque la personne va se sentir incapable de pouvoir gérer ce type de situation. Et malheureusement, l'anxiété a tendance à augmenter. Donc, vous voyez sur le petit schéma, au fil des évitements. Vous voyez le premier évitement, il y a une courbe où on voit une montée d'anxiété, un petit phénomène plateau, et puis hop, une descente. Deuxième évitement, la courbe reste identique en termes de forme, mais par contre l'intensité augmente. On ne le voit pas ici, mais en général la durée augmente également, et donc à chaque évitement, on va avoir une amplification de l'intensité et de la durée. Mais l'anxiété n'est pas une fatalité. Ce constat en fait d'anxiété qu'on peut faire même en séance individuelle, en thérapie, avec des personnes qui viennent s'engager dans un processus thérapeutique, c'est qu'au final, il y a pas mal de potentialités d'évolution. Souvent, c'est un petit peu la conclusion qu'on peut dire, dis donc, vous en ramenez des histoires, là. Mais en fait, ce qui est chouette, c'est que du coup, il y a moyen de s'améliorer et de cheminer vers un mieux-être. Ça va être ce moteur. Donc, ce n'est pas une fatalité, mais il n'y a pas non plus l'effet baguette magique, avec cette idée parfois qu'on va pouvoir éradiquer l'anxiété. Donc, je viens chez la psychologue et en 2 séances, j'aurai plus jamais de difficultés d'anxiété. Il n'y a pas de solution miracle et il n'y a pas de solution qui soit rapide et qui se fasse sans l'engagement de la personne. Donc, la personne qui vient s'exposer finalement à ce chemin, à ce travail thérapeutique, va pratiquer, va s'engager, va mobiliser des choses et personne ne peut le faire à sa place. Donc c'est ça qui est parfois compliqué, c'est que même en tant que soignant et quand on est en début de carrière, il y en a peut-être ici dans la salle, on voudrait aider la personne et j'ai en tête une image que ma superviseuse m'avait donnée, c'est on a la pièce du puzzle en main, on sait très bien où elle va aller dans le puzzle, mais c'est pas à nous de la mettre. C'est la personne qui va devoir, voilà. Sinon ça va pas fonctionner. Donc il y a la théorie et puis il y a l'importance de la pratique. Et c'est cette idée, on a remis ici une petite liste. Alors, elle est à lire sans culpabilisation en plus, c'est-à-dire que c'est une boîte à outils avec cette idée que notre hygiène de vie, la façon dont on va aménager notre vie aura inévitablement un impact sur notre anxiété. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir aménager une vie propice à créer moins d'anxiété, puisque de toute façon, la vie, elle est anxiogène. Donc, c'est des choses qui paraissent évidentes, mais de nouveau, si ça reste là juste en tant que liste, que je sais, même si je connais très bien la théorie, en pratique, ça ne va pas fonctionner si je ne le mets pas en place. Quand mon corps a une alimentation saine et équilibrée, mange au fil de la journée, il n'y a pas de moment où je vais avoir cette sensation liée à la faim, d'anxiété. Voilà. Si on peut avoir cette alimentation saine et équilibrée, on amène quelque chose à notre corps. La consommation d'alcool et de tabac, on le sait, ça aggrave l'anxiété. Alors on fait ce qu'on peut, parce que c'est quand même en vente libre, c'est qu'on sait très bien qu'il y a quelque chose de sociétal aussi, de social. Mais prendre conscience qu'il y a ça, ça permet aussi d'aménager des espaces à nouveau pour pouvoir limiter cette consommation, ces consommations, et voilà, prendre cette conscience qu'en fait,
ça va quand même un peu mieux sans. Alors, la sédentarité, comment est-ce, je reprends un peu la phrase que j'avais dite tout à l'heure, comment est-ce qu'on pourrait s'attendre à ce que notre corps ne soit pas tout anxieux et rigidifié si on ne bouge pas. Enfin, voilà, c'est cette idée-là, en fait, que si on va bouger, notre corps va être autrement mieux et notre corps sera ce véhicule qu'il est censé être. Alors, cultiver un bon sommeil, c'est très compliqué. On en a beaucoup. C'est un problème qui est vraiment très, très fréquent, très culpabilisant. On n'a pas encore trouvé le bouton pour pouvoir s'endormir. On peut avoir des moments où le sommeil est plus compliqué par période, et puis il y a des personnes qui souffrent de troubles de sommeil chroniques, et c'est une vraie anxiété d'aller dormir, et je sais que si je ne dors pas bien, je serai irritable. Donc, voilà. Mais comment pouvoir refaire, se réapproprier, réapprivoiser son sommeil, c'est quelque chose qu'on peut travailler aussi en thérapie. Alors, l'aménagement de l'emploi du temps, c'est aussi de nouveau compliqué, parce que parfois des personnes disent « mais comment voulez-vous que je fasse ?» Entre les obligations professionnelles, familiales, il y a ça qui se rajoute. Mais c'est prendre conscience, tiens, là, il y a peut-être moyen d'éviter la surcharge. Et comment est-ce que je vais, dans ma journée, me créer peut-être un espace, en tout cas, je suis attentive ou attentif à pouvoir reprendre un petit peu possession de mon emploi du temps. Alors, l'exposition aux écrans, vous l'aurez compris, l'idéal, c'est de la diminuer et de... On a parfois des personnes qui ont des troubles du sommeil, mais en fait, quand on décortique un petit peu, on se rend compte que quand ils ferment les yeux dans le lit, en fait, ils ont quasi toujours l'image de l'écran, parce que ils viennent de le déposer. Mais donc, au niveau du fonctionnement biologique du sommeil, ça ne peut pas fonctionner comme ça. L'importance des liens sociaux et de cultiver des liens sociaux agréables. C'est ça aussi qui est très important et qui va demander aussi parfois un engagement, parce que parfois on n'a pas le temps ou l'énergie, mais on ne peut que constater l'importance. Alors évidemment, l'idée de cette boîte à outils, c'est de faire un pas à la fois. J'avais trouvé un bouquin, parce qu'on connaît bien la phrase « un corps sain dans un esprit sain dans un corps sain ». Et il y a un bouquin qui s'appelle « un esprit bof dans un corps pas ouf ». Donc, l'idée qu'en fait on fait ce qu'on peut, un pas à la fois, et qu'il y a quand même cette idée qu'il y a une connexion et il ne faut pas être dans cette performance de la non-anxiété qu'on peut parfois avoir justement dans les réseaux sociaux, dans notre société actuelle. On a tout pour ne pas être anxieux, donc allons-y, on va vite méditer un petit coup. Ce serait contre-productif. Alors que faire quand l'anxiété prend le dessus, quand l'interrupteur est sur on et qu'on ne sait pas le mettre sur off? Que faire quand ça prend trop de place et quand c'est impossible? On a l'impression parfois, on est témoin même en séance d'une personne qui arrive avec tellement d'anxiété. On voit bien que c'est très compliqué de sortir de ça. Il y a cette idée justement de consulter. Alors, quand est-ce qu'on pourrait dire ce serait chouette que tu aies voir quelqu'un, ou tiens, moi ce serait pas mal que je voie quelqu'un? Par rapport à l'intensité des troubles, à la fréquence, au fait que c'est envahissant, que ça nous empêche de vivre notre vie telle qu'on voudrait la vivre, d'être dans des connexions à des valeurs qui nous permettent d'être en cohérence avec ce qu'on veut mettre en place dans la vie, et surtout d'avoir ce constat d'une détresse qui prend toute la place. Et donc en consultant, je vais me donner un moyen d'aller vers un mieux-être, et il y a vraiment un geste de courage qu'on ne dit pas assez, mais c'est assez exposant de prendre un premier rendez-vous ou même d'en parler à son médecin traitant. C'est déjà, on se dévoile dans sa fragilité. Et à part le médecin traitant, qui peut aussi relayer vers des psychologues, alors les psychologues cliniciens, il y aura aussi des psychologues de première ligne. Donc ça, c'est vraiment un système maintenant qui donne accès à des soins psychologiques qui sont abordables pour des personnes aussi parce qu'il faut quand même le dire, c'est coûteux. Et donc les psychologues de première ligne peuvent amener justement ce soutien de première ligne aux personnes qui n'auraient pas les moyens de se payer les séances classiquement. Maintenant, il y a aussi les mutuelles qui remboursent quand même à chaque fois une vingtaine d'euros par séance. Et puis il y a tout ce qui est service de santé mentale, ça fonctionne vraiment de façon territoriale. Alors parfois il y a quand même une longue liste d'attente parce que
parfois ça manque un petit peu de subsides, tout ça. Enfin voilà, il y a beaucoup, c'est un peu saturé. Hein. Mais ça vaut la peine de se renseigner au niveau du territoire, qu'est-ce qui est offert dans mon quartier comme service où je pourrais avoir accès à un soutien psychosocial déjà qui pourrait beaucoup m'aider. Il y a aussi les plannings familiaux. Et parfois la nécessité de se tourner vers un médecin spécialiste avec une grosse frustration, c'est qu'il y a des très grands délais. J'ai une patiente qui me disait, là j'ai essayé de prendre rendez-vous, j'ai rendez-vous en juin 2026. Bon, vos petites idées noires, vous les mettez dans votre poche et puis on verra. Donc c'est toujours important aussi de relayer d'abord à son médecin généraliste, d'avoir un premier soutien. Là, il peut déjà y avoir des choses qui sont mises en place et le soutien alors par des psychologues. Alors, nous allons passer au traitement préconisé de manière générale pour les troubles anxieux, mais on avait aussi le souhait de pouvoir revenir sur cette notion qui nous semble importante de rétablissement, plutôt que de la guérison. Odile le mentionnait tout à l'heure aussi. On ne peut pas vendre à une personne qui vient en consultation qu'un jour, elle n'aura plus jamais d'anxiété. Ce n'est pas possible, et comme vous l'avez vu tout à l'heure, l'anxiété est quelque chose de normal à un certain niveau. Et donc, on va parler plutôt de rétablissement, d'accompagner la personne à ce qu'elle puisse retrouver de l'autonomie, à ce qu'elle puisse redevenir maître à bord, que ce soit plus l'anxiété qui domine la vie, mais qu'elle reprenne cette autonomie, qu'elle puisse refaire des choix éclairés par elle-même. Et donc, nous allons d'abord aborder très brièvement l'approche médicamenteuse. On parlait des médecins traitants, des médecins psychiatres. Et donc, effectivement, à certains moments, une médication va s'avérer importante, voire même envisagée en première intention parce que la personne est beaucoup trop envahie par des symptômes physiques, physiologiques. Et donc, il y a deux grandes gammes de médicaments préconisés dans les troubles anxieux. On va parler des anxiolytiques, donc des benzodiazépines qui, pris sur une courte période, peuvent avoir un effet intéressant. Donc dans des situations limitées dans le temps et bien suivies par un médecin, ça peut s'avérer important pour pouvoir rétablir un équilibre du système nerveux. Le problème étant quand la prise se fait sur une longue période, puisqu'il y a un risque d'accoutumance et il semblerait quand même qu'il y ait des effets délétères sur la santé de manière globale lorsque c'est pris sur le long cours. Contrairement aux antidépresseurs, alors en général, en préparant cette conférence, on se disait avec Odile, effectivement, le nom antidépresseur est peut-être quelque chose qui est fort connoté, qui peut faire peur quand un médecin nous parle d'une éventuelle prise d'un antidépresseur et finalement peut s'avérer une option intéressante. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, en tout cas comme je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a un problème de concentration de certains neurotransmetteurs dans le cerveau. Et ces antidépresseurs vont permettre de retrouver un meilleur équilibre, donc vont agir notamment sur la sérotonine. À cela, nous sommes psychologues cliniciennes, on prêche un petit peu pour notre paroisse, mais pour nous, on ne peut pas faire l'impasse d'une psychothérapie. Ça va être important de pouvoir traiter aussi les aspects psychologiques et pas uniquement le corps via des médicaments. Et donc là, nous n'allons pas, par contre, nous faire un débat sur quelle approche est mieux qu'une autre. Pour nous, toutes les approches sont intéressantes, voire même complémentaires. Donc, ce n'est pas parce que je suis thérapeute cognitivo-comportementaliste que je vais dire que les thérapies systémiques ne sont pas utiles, bien au contraire. Mais nous assistons aussi, là c'est le côté professionnel, on reçoit parfois des personnes qui ont été consultées, des professionnels peut-être pas assez formés, donc ça va être important de pouvoir choisir un thérapeute avec qui vous avez un bon lien, un bon rapport de confiance. Ça va vraiment être l'élément déterminant dans le bon fonctionnement d'une thérapie, c'est l'alliance que vous allez pouvoir créer avec un thérapeute. Et finalement, le soutien psychosocial, alors professionnel, par son médecin traitant, psychologue, peut-être médecin psychiatre, d'autres personnes, mais également le soutien psychosocial de son réseau naturel. Alors nous avions le souhait de pouvoir ajouter ce petit mot sur les proches, parce que souffrir d'un trouble anxieux, c'est extrêmement difficile, ça altère la qualité de vie de la personne, mais également de l'entourage. Et donc nous avions quelques conseils, comme pour les conseils liés à l'hygiène de vie de manière générale.
voilà, l'idée n'est pas de tout faire en même temps, c'est un pas à la fois, c'est une petite chose. Mais voilà, ces conseils sont peut-être à garder dans un coin de sa tête lorsque nous sommes face à un proche qui souffre d'un trouble anxieux. La première chose que l'on pourrait dire, c'est de s'informer. Comme vous êtes venu vous informer ici ce soir, il y a une quantité de livres extrêmement bien faits à l'heure d'aujourd'hui. Il y a des podcasts, il y a toute une série de manières de pouvoir s'informer. Être à l'écoute, être soutenant, pouvoir encourager la personne aussi dans son traitement. Parfois même, on a le souhait que certains proches deviennent des cothérapeutes. Ça m'est déjà arrivé d'avoir certaines personnes de l'entourage comprendre ce qui se fait en thérapie pour pouvoir jouer le jeu, aider la personne à ce qu'elle puisse faire ces exercices d'exposition sans être là de manière trop intrusive à certains moments. Être patient, hein, l'idée que la personne avance un pas à la fois, ça demande aussi aux proches de devoir être patient, d'attendre, de laisser la personne évoluer à son propre rythme. Alors plus que jamais, prendre soin de soi, même si ça peut nous sembler évident, c'est pas toujours chose aisée. Respecter vos limites, hein, on en a tous, c'est pas toujours évident de les respecter, mais ça reste extrêmement important. Ne pas culpabiliser, ça nous semblait aussi important de pouvoir garder en tête qu'on n'est pas responsable d'un trouble anxieux qui se développe chez un de nos proches. Et alors, dans certaines situations, se faire accompagner soi-même par un professionnel de la santé mentale, peut être une option à envisager. Bien, et avant de passer à cette description des approches psychocorporelles, je voulais juste rajouter quelque chose au niveau du traitement médicamenteux, parce que je me rends compte, mais depuis longtemps, mais malgré les informations qu'on a, les patients ne sont pas toujours bien mis au courant de ce qui se passe. Et en prenant un traitement, ne comprennent pas du coup, par exemple pour les antidépresseurs, pendant 15 jours, il ne se passe rien, voire il se passe pire. Et c'est parfois des personnes du coup qui vont arrêter le traitement parce que oh non, moi j'ai pris ça va pas ou quoi, j'étais hyper mal, parce que ce sont des effets qui vont être liés au moment où le cerveau va s'imprégner de ces neurotransmetteurs et doit s'habituer à fonctionner avec des neurotransmetteurs qui n'avaient plus. Donc il peut y avoir vraiment 2 semaines très compliquées qui peuvent être soulagées du coup par l'usage aussi d'anxiolytiques à ce moment-là, parce que c'est pas pour tout le monde et l'idée n'est pas d'effrayer la personne qui pourrait en prendre, mais simplement de comprendre que ça fait partie du jeu et que si même au jour 13, c'est encore compliqué et qu'on se demande vraiment où on va, en fait, bizarrement, à un moment donné, au jour 15, au jour 16, ça dépend des personnes, il y a un mieux-être et que ça va nous faire aussi beaucoup de bien en thérapie, en psychothérapie, de pouvoir avoir une personne qui sera plus là dans le travail. Parce qu'on a parfois des personnes qui sont dans des troubles anxieux très forts et qui ne... On voit vraiment bien, on a la pièce du puzzle, qui pourrait bénéficier de ce traitement puissant et qui, du coup, s'engagerait encore mieux dans la thérapie. Mais il y a quelque chose qui freine et pourtant, c'est des personnes qui pourront consommer des anxiolytiques quasi de façon chronique, alors qu'en fait, les troubles anxieux réagissent aussi très bien aux antidépresseurs. Donc voilà, ça me tenait aussi à cœur de le souligner. Je me souviens même, à l'époque où je travaillais en maison de repos, d'une dame qui était très âgée. On a parfois tendance à avoir des stéréotypes très forts. Oui, mais c'est parce qu'elle est vieille. Et puis, en fait, à un moment donné, ça n'allait pas du tout. Et au bout du compte, ce traitement, un jour, elle dit, mais en fait, ça va mieux. Et donc, il n'y a pas d'âge pour se faire soigner aussi et s'outiller. Alors, à côté de ça, moi, je rêve du moment où les médecins, sur leur ordonnance, prescriront des exercices de respiration, de yoga. Et ça arrive de plus en plus parce que ça se répand. Et on a même des médecins qui s'inscrivent au yoga. Donc, voilà. L'approche psychocorporelle, c'est surtout les approches psychocorporelles, avec cette idée, en fait, de comment faire baisser l'état de tension psychocorporelle en repartant d'un soutien universel qu'on a tous, c'est le corps et c'est le souffle. Il y a plein d'expressions dans le langage courant qui font un lien avec le corps, j'en ai plein le dos, je suis à bout de souffle,
je suis au bout du rouleau, je suis mal dans ma peau. Et la pratique du corps va nous amener à un mieux-être. Quand vous faites un sport cardio, aller courir, faire un truc, là, ça va sécréter des endorphines, donc c'est hyper positif. Mais les pratiques psychocorporelles de type yoga, relaxation, sophrologie, ça va être les disciplines en fait qui vont faire baisser le taux de cortisol plasmatique. Donc c'est vraiment intéressant. Au niveau de la cellule, il y a quelque chose qui se passe. Et donc nous, on l'a mis en pratique dans des groupes. On vous a mis quelques exemples des groupes psychocorporels qu'on a pu mettre en place avec Sarah et avec d'autres collègues récemment à Liège. Il y en a d'autres. On peut vous inviter à aller voir sur la plateforme de Psyfusion Liège où on répertorie les groupes thérapeutiques. L'idée, c'est que ce groupe thérapeutique est accessible et donne accès à comme des groupes de pairs. On appelait ça avant, des groupes de pairs. Alors, ce n'est pas une thérapie de groupe, mais c'est faire appel au soutien du collectif et recréer en fait des espaces d'hospitalité dans notre vie et dans notre ville. Parce que parfois, en fait, dans la ville, on n'a plus ces espaces d'hospitalité. Et retrouver ces moments ensemble, on a du partage, et alors parfois on est étonné, parce que du coup, il y a des personnes qui ne se connaissaient pas, et qui, après ce groupe, on se rend compte qu'ils vont boire un café, voilà, vous connaissez le truc, on vient en bus tous les deux, et on s'est rendu compte qu'on arrivait à l'arrêt de bus de plus en plus tôt pour ce groupe. Ouais, c'est génial. On a même un exemple de personnes qui ont organisé des vacances. Ça c'est top. Et par rapport à l'approche psychocorporelle, il y a des fausses croyances qui sont souvent à casser un peu. C'est « Ah, mais je suis pas assez zen pour ça, moi. C'est pas possible. Moi, j'ai besoin d'un truc qui bouge. Ok, c'est pas fait pour moi. » Ou « Je ne suis pas assez souple pour le yoga. » Oui. Alors, voilà, on peut tous et toutes y trouver notre compte. Ce que je disais tout à l'heure, c'est pour faire du yoga sur chaise, il faut 2 choses. Une chaise et un corps. A priori, ça, on l'a sous la main. Et donc, c'est universel, c'est pas olé olé, très... Non, ici, on va se recentrer sur les sensations physiques pures. Donc, on peut tous s'y retrouver. On va... Oui. Et c'est vrai qu'il y a une donnée aussi importante qu'on a découvert il y a quand même quelques années en neurosciences, mais en tout cas quand je faisais mes études, on nous dérilait au fait que c'était la tête qui allait contrôler pas mal de choses dans le corps. Alors c'est vrai, à une certaine mesure. Donc il y a 20% des informations qui vont du cerveau vers le corps, mais il y a quand même 80% des informations qui vont du corps vers la tête. D'où l'intérêt aussi de ces approches psychocorporelles qui permettent de travailler ce mental, par exemple, qui est agité en permanence. C'est une clé plus qu'intéressante de pouvoir passer par la respiration. On le voit en individuel, on le voit dans les groupes, des personnes qui témoignent qu'elles arrivent à découvrir comment elles respirent. C'est quelque chose d'assez magique de prendre conscience qu'en fait, quand on respire de manière trop thoracique, trop superficielle, ça va agiter le mental. Et l'inverse aussi. Donc c'est la petite parenthèse qui permet d'alimenter le pourquoi nous tenions à cœur d'avoir cette composante psychocorporelle dans cette conférence-ci. L'importance de la pratique, alors là c'est à nouveau mon côté un peu cognitivo-comportementaliste qui se réveille. Tout à l'heure je vous présentais une courbe avec l'augmentation de l'intensité de l'anxiété à force d'éviter une situation. Ici, c'est tout l'inverse. À force de s'exposer, vous voyez la courbe qui va à chaque répétition diminuer en intensité et en durée. Et donc faire l'expérience, ça veut dire faire l'expérience jusqu'au bout. Pouvoir ressentir dans son corps que cette anxiété, ces manifestations vont monter le temps d'un moment et jusqu'à une certaine intensité. Puis il y aura ce phénomène un peu plateau pour ensuite diminuer. Et donc c'est faire cette expérience qu'on est capable de tolérer un minimum d'inconfort. Alors on va de manière graduée. On n'est pas, nous ne sommes pas non plus des sadiques qui exposons les personnes à des situations qu'elles redoutent le plus. Nous y allons progressivement et plus la personne va faire ses expériences positives, plus elle va prendre confiance en elle également. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est à bout de souffle ?
quand on est dans cette contraction, qu'on n'est pas bien sur sa chaise, on va essayer de pratiquer un petit peu ici, aujourd'hui. Et en préparant la conférence, je repensais à un patient que j'ai connu il y a très très longtemps et qui était dans un état d'agitation. Il était à l'hôpital et il était confus, dans un état de confusion mentale. Et on avait dû lui mettre une tablette pour qu'il ne bouge pas. Et donc il était très agité, et donc un peu comme le monsieur là sur la photo, il essayait d'enlever la tablette, il essayait de se sauver. Et puis à un moment donné, il y a eu ce contact humain, et je ne sais pas trop comment ça s'est passé, mais à un moment donné, il s'est mis comme ça sur sa tablette, et il a fait « J'adore respirer ». Et là, je me dis, c'est génial en fait, oui, on adore respirer. Donc comment est-ce qu'à un moment donné, l'humain se reconnecte au souffle? On a peu d'occasion de le faire. Et c'est ce qu'on va vous proposer aujourd'hui. Donc, cette idée de décharger le réservoir de stress dans l'ici et maintenant, et qui est très puissant. Comme ça, l'anxiété quotidienne devient vivable. Alors, je vais vous demander de jouer le jeu. Si vous prenez des notes, on arrête de prendre des notes. Et on retrouve une assise confortable. J'avais une prof dans ma formation de yoga qui était pédagogue, qui donnait cours dans des unifs en France. Et dans les auditoires, elle arrivait à... Voilà, je m'inspirais d'elle, de Brigitte Neveu. Réancrez bien vos pieds, votre posture. Avec un micro, c'est moins facile. Mais ah ouais, non. Mais ça va aller. Bien. Alors, je vais vous demander si c'est possible pour vous de fermer les yeux un instant. Si ce n'est pas possible, vous fixez vos genoux, vous restez dans votre bulle. De prendre conscience que le bassin se place un peu vers l'avant, que vous redressez le dos et que vous gagnez déjà quelques millimètres. Donc ici, on est déjà dans une autre posture. Et on sent que le souffle s'installe autrement. Et avant de vous faire respirer, je vais vous faire baisser la tête. Et simplement vous reconnecter aux sensations dans la nuque. Et par des petits mouvements de va-et-vient, comme des oscillations, d'aller d'une épaule à l'autre et de prendre conscience de ce qui se passe. Et si c'est possible, si vous n'avez pas trop de tension dans la nuque, vous allez faire une grande rotation en ouvrant la bouche vers le ciel pour aller chercher les bâillements. Et on le fait dans les deux sens. Et on entend un peu les bruits des mâchoires qui s'ouvrent. Et alors, au cours de yoga ou en séance, on fait... en essayant de faire bailler un petit peu l'assemblée. Après, vous replacez la tête dans l'axe du corps. Vous prenez une belle inspiration et vous allez soupirer. Placez les mains sur le ventre. Donc ici, je vous donne quelque chose à mettre, que vous connaissez peut-être déjà, reprendre dans votre boîte à outils. C'est cette conscience du souffle qu'on va pouvoir guider autrement que dans notre respiration automatique. La première étape, il y a 3 étapes. Le ventre, les côtes et les clavicules. Lorsqu'on met les mains sur le ventre et qu'on allonge son expire, on peut sentir que le ventre fait mine d'aller un peu vers le dos. Si vous accompagnez ce mouvement d'une contraction du périnée, donc du plancher pelvien, et du son S, que se passe-t-il? Je vous laisse le faire, donc vous vous laissez inspirer. Et en expirant, vous resserrez les sphincters, le périnée, et vous faites ce S. En laissant monter l'inspire naturellement. Le fait d'allonger ce souffle amène quelque chose, ça calme. Cette phase abdominale est très importante. Et si on monte un peu plus haut, on va aller à la rencontre de ses côtes. Alors, je vous garantis qu'elles sont là quelque part. On a tous une cage thoracique, on a parfois des pulls, on a parfois des couches. On est un peu serré. On peut se mettre en quinconce, comme ça. Et de sentir en fait qu'on a comme un accordéon. Cette image de pouvoir inspirer en ouvrant le thorax sur les côtés.
Donc, quand j'inspire, je guide mon souffle au niveau des côtes. À l'expire, c'est comme si ça se resserrait un petit peu. Il y a d'autres exercices qui sont proposés parfois, c'est d'imaginer les doigts symbolisent nos côtes, et quand j'inspire, ça va ouvrir. Et puis à l'expire, alors comme on est encore un peu timide, je ne vous ferai pas faire le son O, qui permet d'allonger ce souffle, mais c'est aussi ce qu'on fait en groupe. La dernière étape, la troisième étape, c'est l'étape claviculaire. Donc là, on va faire appel au muscle scalène qu'on n'utilise pas dans notre respiration quotidienne. Et c'est la respiration de la fierté. Donc mon buste peut aller un peu vers le haut, un peu comme un soufflet quand on prépare le feu. En inspirant, je vais monter jusqu'en haut, comme si j'étais hyper fière. Et à l'expire, je peux sentir que ça s'abaisse. Et je le refais encore une fois. À l'inspire jusqu'en haut. Je peux même sourire, parce que je suis quand même fière. Et à l'expire, je sens que ça s'abaisse. C'est une forme d'exercice qu'on peut proposer et qui permet vraiment de ramener de la mobilité. Et ce qui est sympa, c'est que quand on bouge comme ça avec notre souffle, c'est que le diaphragme, comme il est accroché à plein d'organes du système digestif, au dos, en fait, il vient masser aussi toute cette sphère abdominale qui comporte de nombreux neurones de stress. Et donc, il y a plein de choses qui se passent. Et parfois, rien que de faire ça, c'est ça un peu l'idée de cette prescription que le médecin pourrait donner, c'est vous faites ces exercices-là, quelquefois dispersés dans la journée, et vous voyez un petit peu ce que ça peut amener. Voilà. On n'ira pas plus loin pour le yoga aujourd'hui, mais c'est juste pour vous donner envie d'aller un peu plus loin. Et merci d'avoir joué le jeu, à toutes et à tous. Merci pour votre attention. Là est venu le moment des questions-réponses. Je pense qu'un micro va se balader. Merci. J'en ai un ici. Bonsoir à tous. Donc, comme d'habitude, vous connaissez le système. Pas de questions, nous ne sommes pas dans une salle d'attente, on n'attend pas une consultation chez le médecin. Si vous voulez parler, vous attendez le micro, c'est bien plus facile pour tout le monde de bien vous entendre. Et puis, j'espère qu'il y en a un qui va se lancer en premier. Tout au-dessus. Marie, qui se balade à gauche, va laisser la parole là tout au-dessus. Bonjour. Avant tout, merci pour cette conférence très intéressante. J'ai commencé les études de psycho, donc j'ai retrouvé quelques notions et comme vous l'avez expliqué très clairement, donc ça m'aide aussi parce que je suis très anxieuse. Moi, j'avais une question sur le trouble panique et les crises d'angoisse. Je me demandais, est-ce qu'elles sont toujours liées à une situation particulière ou à un stimulus extérieur ? Ou est-ce que ce n'est pas forcément et que ça peut uniquement venir de l'imagination de la personne ou même sans raison que d'un coup, elle se met à angoisser, à hyperventiler. Voilà. Merci pour votre question. Vous y répondez en tout cas, effectivement, ce n'est pas lié à une situation, c'est vraiment quelque chose qui peut apparaître à tout moment, qui est assez diffus. Odile parlait de l'angoisse qui est quelque chose de très intense et aussi de diffus. Et effectivement, les attaques de panique ont cette caractéristique-là. Je vais compléter en donnant un exemple très concret. Moi, j'ai récemment un patient qui vit ces attaques très puissantes, des attaques de panique, qui ne comprend pas d'où ça vient. Et en fait, en amenant sa pelote de nœuds en séance, on a commencé à dénouer un petit peu et on commence à comprendre d'où ça vient. On va aller aussi questionner, il arrive dans quel contexte, son histoire, parfois même l'histoire infantile. Il y a plein de choses qui peuvent expliquer qu'à un moment donné de la vie, lui, c'est dans un contexte de burn-out professionnel que ça s'est déclenché, mais les crises d'angoisse
ne sont pas uniquement liées à ça. Il y a plein de choses et le fait de pouvoir en parler va amener aussi son lot de réponses et d'éclairage et que la personne comprenne un peu ce qui lui arrive. Parce que c'est très déstabilisant. Non, et c'est ça qui est parfois frustrant. C'est presque comme une crise d'épilepsie où on sait pas. Si on sait qu'on est épileptique, on sait qu'à un moment donné, ça peut arriver quand on est au volant, quand on est en train de s'occuper de ses enfants ou au travail. Ben, c'est un peu la même chose avec les attaques de panique. Une autre question. Ah, voilà, je ne dois pas monter trop haut. Bonsoir. Déjà, félicitations pour votre présentation, enfin pour la conférence, vu que c'était votre première. C'était très intéressant et très bien structuré. Et alors moi, j'avais une question un peu pratique. Vous aviez abordé le côté imaginal des angoisses, des crises d'angoisse. Le lien aussi corps qui entraîne alors le cerveau qui tourne en rond, je vais dire, et vice-versa, le cerveau qui tourne en rond qui déclenche des crises plus physiques. Est-ce que vous auriez un outil ou un exercice autre que la respiration qu'on peut mettre en place quand on a alors ces images qui tournent en boucle et qui créent des angoisses de plus en plus grandes? La parole. Déjà, savoir identifier le contenu, c'est pas toujours évident. La personne, j'ai un exemple en tête, tu pourras compléter après, mais d'une personne qui a un trouble vraiment de sensation qui va étouffer, qui va en mangeant, en fait, c'est très compliqué. Et le travail thérapeutique, c'est complètement dirigé. Enfin, voilà, on a pu décortiquer, mais on ne s'est pas centré là-dessus. Mais en parlant, on laisse l'imaginaire faire apparaître ce contenu imaginal. Et moi, j'aurais envie d'ajouter, la respiration, c'est une manière d'activer le corps. Et donc, mobiliser le corps d'une autre manière est aussi efficace. Donc, on entend de plus en plus parler des prescriptions nature. C'est d'ailleurs des sujets qu'on aborde en maison médicale notamment. Le fait d'être, par exemple, d'aller marcher en pleine nature va réduire le taux de cortisol et donc va permettre de diminuer cette agitation mentale. Donc, mobiliser son corps, ça ne veut pas dire faire du sport non plus nécessairement, mais aller marcher peut faire du bien aussi. Merci beaucoup. On va monter un petit peu plus haut. Bonsoir. Est-ce que les émotions refoulées peuvent se transformer dans une anxiété chronique? Oui. La réponse est brève, oui. Oui. Je peux illustrer aussi c'est parce que c'est parfois plus facile de donner des situations. J'ai un monsieur que je suis qui dit qu'il n'est pas du tout dans un contenu, ça va, il va bien. Mais en fait, il ne dort pas et pendant toute la nuit, il fume. Cigarette sur cigarette sur cigarette. Donc, il y a une anxiété. Mais je n'ai pas accès encore, pour le moment, aux émotions. Et puis, il y a des événements de vie qu'on a vécus durant une période qu'on appelle préverbale, de 0 à 3 ans, où on n'arrive pas à avoir un accès conscient, on n'arrive pas à déterminer de manière juste avec des mots ce qui pourrait être à l'origine de la détresse qu'on ressent aujourd'hui. Et donc, il y a des approches aussi psychothérapeutiques. Je parlais d'une formation que j'ai suivie il y a quelques années en intégration du cycle de la vie, et c'est exactement ça qu'on fait. On va retravailler également des périodes de vie très précoces où le corps a gardé tout en mémoire. Donc il y a toujours une origine. C'est pas toujours évident de la cibler. C'est pas en une séance, en 2 séances de psychothérapie qu'on arrive nécessairement à mettre le doigt dessus, mais il y a toujours une raison, oui. Levez bien le bras, n'hésitez pas. Voilà pour toi, Marie. Bonsoir, merci à Sarah et à Odile, vraiment, bravo pour votre conférence. Par rapport au traitement, je voulais revenir sur peut-être une petite chose, la marche en pleine conscience. Je pense que c'est peut-être important d'en parler. Et aussi peut-être ne pas oublier l'alimentation et la micronutrition, parce que
on a un deuxième cerveau qui se trouve dans les intestins. Et c'est très important d'avoir une alimentation saine et équilibrée. Donc peut-être que ce partage peut être intéressant pour les autres personnes aussi. Et donc le yoga, oui, et encore oui. Je viens de commencer un cours avec Odile. C'était pas prévu de la rencontrer ici ce soir. Et franchement, ça fait un bien fou. J'ai eu ma première séance hier. Je m'attendais pas à voir Odile ici ce soir. Et franchement, merci. Vraiment, merci pour cette expérience. Beau feedback. Voilà. Et il y a le tai chi aussi. C'est pas mal, oui. entre le qigong. Oui. Voilà. Oui, on a un peu évoqué l'alimentation, ça pourrait faire l'objet d'une conférence. Hein. On est de plus en plus sensibilisés aux jeunes, mais qui peut aussi être risqué, hein, parce qu'il y a parfois des personnes qui, en jeûnant, peuvent aussi décompenser. Donc ça, il faut juste être attentif et le faire de façon cadrée. Et bien sûr que notre alimentation, elle impacte énormément. Et alors, la marche en pleine conscience, vous avez déjà entendu parler ? Oui. Cette idée d'être dans le mouvement et d'observer les sensations physiques, mais aussi d'être à l'écoute de ce qui nous entoure. Et ce sont des héritages aussi des maîtres zen. Et il y a beaucoup d'endroits où on peut le pratiquer, et dans certains groupes thérapeutiques aussi. Oui, c'est encore moi. Du coup, je dirais, ça c'est un avis personnel, mais que l'anxiété au niveau psychologique et le cancer au niveau physique, c'est un peu les deux maux du siècle. Et ma question, c'est, d'après vous, déjà, j'imagine que l'anxiété, ça se gère sur le long terme, c'est pas en un jour que ça va aller, et que même une fois que ça ira mieux, il faut continuer à garder cette bonne hygiène dont vous parliez, peut-être des techniques genre cette marche de pleine conscience. Mais ma question, c'est, d'après vous, est-ce que tout le monde devrait aller voir un psychologue, même quand ça va pas trop mal? Parce que moi, j'ai l'impression que même quand il n'y a pas de grosse dépression, quand il n'y a pas de gros traumas, de grosses pathologies, j'ai l'impression que ça ferait du bien à tout le monde, que ce soit dans cette salle ou même peu importe, d'aller voir quelqu'un, en fait, même à titre de prévention, vous voyez. Mais du coup, je sais pas trop finalement si c'est plus le rôle de psychologue ou du développement personnel, parce qu'il y a aussi de ça, d'un coach ou quoi, donc j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Alors, prendre soin de soi, ça passe par différentes choses. Aller voir un psychologue, je pense qu'il faut vraiment ressentir le besoin, être prêt à faire la démarche. C'est loin d'être facile, hein. Odile le disait tout à l'heure, et effectivement, je pense la première chose que je dis aux personnes que je reçois en cabinet, c'est quel courage de venir, d'oser s'exposer, de prendre le temps de travailler certaines choses. Or, nous sommes psychologues cliniciennes, évidemment, pour nous, ça nous semble important, intéressant. Est-ce que tout le monde doit y passer un moment donné ? C'est un choix tout à fait personnel. Il y a différents types d'approches possibles. C'est difficile d'obliger. Il y a aussi une évolution avant. Moi, pour avoir travaillé dans des services aussi de gériatrie, par exemple, c'était la première fois que des gens voyaient une psychologue. C'était quand même costaud, psychologue. Et on est dans des générations où on évolue par rapport à ça. Il y a des moments de vie où on en ressent le besoin. Il y a des outils qui sont là. Il y a des personnes compétentes. Et c'est toujours intéressant. Mais on peut quand même pas dire qu'il faudrait tous y aller tout le temps, parce que sinon, alors, on aurait trop de travail, quoi. Dans notre culture occidentale, on va chez le médecin quand on n'est pas bien. Dans la culture chinoise, par exemple, on va chez le médecin quand on est bien pour rester en bonne santé. Et je trouve que c'est important de pouvoir aussi aller chez son médecin, même si on est en bonne santé, pour garder sa bonne santé. Merci. Et je voulais rebondir aussi parce que je comprends qu'il y a aussi des personnes qui sont aux études et que quand on sort de l'UNIF, on n'est pas obligé, c'est pas obligatoire, mais pourtant c'est quand même vraiment super important de se faire accompagner soi-même quand on est son propre outil de travail. Et vous l'avez mentionné aussi, c'est une évolution de toute la vie et c'est important de garder des garde-fous aussi par rapport à ça, puisque
on n'est pas non plus épargné par le stress, par plein de choses. Donc c'est important de pouvoir se faire superviser, d'avoir de l'intervision et de ne pas rester seul face à toute une accumulation de séances où on rencontre des personnes en souffrance. Voilà. Oui, bonjour et merci pour votre exposé très clair, très structuré. Moi, je me posais la question, la médecine est confrontée de plus en plus, chez, entre autres, les enfants et les adolescents, à des troubles d'anxiété, d'angoisse, de stress, etc., qui ne peuvent pas résoudre seuls, ou alors à des maladies plus graves, type TDAH, bipolarité, autisme, etc. Est-ce que quand vous dites qu'il y a 20 € de remboursés par séance, est-ce qu'il ne faudrait quand même pas aussi alerter nos politiques et nos gouvernements pour une aide quand même pour tous ces jeunes qui, on a bien vu pendant le Covid, tout ce que ça a eu comme impact sur les jeunes. Donc voilà, je suis quand même fort perplexe. Alors pour tenter de répondre à cela, tout à l'heure Odile parlait des psychologues de première ligne. Donc depuis quelques années, alors ça reste assez limité, mais c'est déjà une évolution. Donc il y a la possibilité d'accéder effectivement à des séances de psychothérapie à un coût beaucoup plus démocratique. Et pour les enfants, les adolescents, c'est gratuit, jusqu'à 23 ans. Donc parfois, c'est pas suffisamment connu. Mais ce sont des choses qui existent. Donc ici sur Liège, il y a 2 réseaux. Le réseau adulte qui s'appelle Psyfusion Liège et le réseau Réalisme pour les enfants et les adolescents. Et très concrètement aussi pour le côté adulte, les séances sont facturées alors, je crois que c'est 11 € plus ou moins pour les maximum pour les personnes tout venant et 4 € pour les BIM. Donc il y a aussi tout ce qui est service de santé mentale, il y a aussi les centres de réhabilitation pour les enfants avec leurs familles. Et ce qui est très riche, c'est de travailler en famille aussi. Donc des thérapies contextuelles et familiales qui vont permettre, c'est pas juste la famille qui doit aider l'enfant à aller mieux, c'est la famille qui se questionne aussi sur ce qui se passe. Parce que si l'enfant a ça, c'est parfois c'est très important et c'est parfois très frustrant aussi parce que quand la personne devient adulte, c'est comme s'il n'y avait pas de famille. Mais bon. Il faut être patient, il y a des choses qui changent lentement. À vous, madame. Madame avait une question. Allez-y, madame. Merci. Tout d'abord... Parlez bien devant, oui. Oui. Vous parlez dedans. Le micro devant. Tout contre. D'accord. Bon, tout d'abord, un infini merci pour cet immense éclairage, vraiment. Alors, j'avais une question peut-être stupide, mais est-ce que l'intuition génère du stress ou de l'anxiété? Parce que moi, à force d'avoir toujours entendu, mais tu n'avais qu'à suivre ton intuition, parce que chaque fois, je me dis, je le savais, bon, dans toutes les péripéties et qui sont multiples. Et du coup, l'anxiété, maintenant, a pris le pas sur tout et je ne sais plus faire la différence. Donc, je me demandais si c'était positif ou négatif de remettre ça en équilibre. Oui. Ce qui est compliqué, c'est quand on se culpabilise de se sentir anxieux et parfois il y a des mots un peu qui viennent de l'entourage, mais tu n'avais qu'à suivre ton intuition, ou tu devrais être heureux, ou qu'est-ce qui te tracasse, tu as quand même de la chance, tu as une belle maison, tu as un bel appartement. Et tout ça, c'est plutôt de la dépréciation et ça va aller empirer le stress. Mais c'est plutôt observer, se dire, tiens, en fait, malgré tout, j'ai quand même ça en moi, qu'est-ce que j'en fais? Et si je respirais un petit coup? Ce matin, nous avions un atelier justement stress et yoga sur chaise. Et donc, ce matin, nous posions la question aux personnes participantes quelles étaient leurs représentations du stress. Effectivement, il y avait ce que vous dites finalement des injonctions. Il faudrait,
c'est comme si qu'il faudrait faire parce que mon entourage me le dit. Et donc c'est un facteur de stress en soi. Parfois, la petite question que je renvoie aux personnes aussi, c'est se poser la question, est-ce que ça m'est utile ou non? Et peut-être vous pourrez répondre à la question dans votre tête et en faire quelque chose d'utile pour vous. Ah, on repart là-haut. Ah, il y a aussi ici au milieu. Hein. Donc, je vous l'envoie, madame. Je tiens à vous remercier tout d'abord pour votre conférence, c'était très bien. Moi, ce que je voudrais bien savoir, c'est si vous utilisez les huiles essentielles et si vous les conseillez à vos patients. Pour l'anxiété notamment, moi j'utilise beaucoup les huiles essentielles, surtout la lavande qui m'apaise énormément. Et pour l'anxiété, moi je prends de l'orange amer et de la mandarine. Et ça marche bien. Mais évidemment, il faut y croire aussi. Mais chez moi, ça fonctionne. Voilà. Et c'est... Enfin, voilà. Alors, n'étant pas formée à cela, ce n'est pas quelque chose que je peux préconiser avec des patients, même si, à titre personnel, je peux avoir recours à des huiles essentielles. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait hier parce que je commençais à avoir un certain niveau d'anxiété à l'idée de venir ce soir. Mais voilà, on va plutôt référer vers des personnes formées à cela pour pouvoir donner des indications les plus pertinentes possibles. On l'utilise un peu plus au yoga. Alors, sans être formée en aromathérapie, moi, j'ai eu quelques formations et on l'a beaucoup utilisé aussi à l'hôpital pour accompagner les patients parce que ça permet de changer d'air en restant dans la même chambre et aussi dans des espaces qui s'appellent le snooze alone. Si ça vous dit quelque chose, un espace où on va vraiment pouvoir extraire le patient de sa chambre d'hôpital pour qu'il puisse se retrouver dans un endroit, un peu une petite bulle. Et je l'ai aussi utilisé pour ma part dans certaines maisons de repos quand il y a des intervenants sur le terrain qui sont preneurs avec des diffuseurs mobiles. Et c'est vrai que c'est un plus. Maintenant, c'est sûr qu'en séance, moi, mon rôle de psychologue clinicienne n'est pas d'aller conseiller en aromathérapie. C'est pas ma posture à ce moment-là, mais on ne peut qu'encourager aide-moi un petit peu, des supports. Parce que vous dites, il faut y croire, mais c'est aussi physiologique. Il y a des plantes qui sont actives. Et d'ailleurs, il faut faire attention parce qu'il y a parfois des huiles essentielles qui peuvent brûler la peau. Ou bien, par exemple, travailler avec les femmes enceintes. Moi, j'ai fait beaucoup de yoga prénatal. Interdiction d'utiliser de la menthe. Voilà, il faut aussi s'informer sur les contre-indications. C'est encore moi. Désolée, j'ai beaucoup de questions, mais j'ai beaucoup aimé votre conférence. Donc, en fait, j'en ai 2 dernières. La première, c'est d'ordre pratico-pratique. Est-ce que vous comptez refaire cette conférence à un moment donné? Parce que ça m'intéresserait moi-même d'y revenir, mais aussi de prendre certains proches avec moi, en fait. Mais je pense qu'elle est filmée et donc vous pourrez la revoir, si je ne dis pas de bêtises. Hein, je vois une caméra là. Voilà. Donc ce sera sur la chaîne YouTube des Jeudis Santé. Ok, ça c'est super chouette déjà. Comme ça, je pourrais la partager. Deuxième question, c'est au niveau des rituels à mettre en place, autre que la respiration, peut-être par exemple, sans rentrer dans le trop perso, si j'ai du trop perso, je viendrai vous voir directement au cabinet, mais par exemple, moi, comme votre patient dont vous parliez, j'ai beaucoup de mal à franchir l'étape d'aller dans mon lit. Donc je fume clope sur clope pendant des fois des heures. Et en fait, c'est pas m'endormir qui est compliqué, c'est vraiment l'étape d'aller dans le lit. Et une fois que je suis dans le lit, je m'endors très bien. Mais est-ce qu'il y a des rituels, peut-être qu'on peut mettre en place? Ou alors vous avez dit, au fur et à mesure que la conférence avançait, vous commenciez à sentir l'anxiété monter. Qu'est-ce que on peut mettre en place? Je suis désolée, vous l'avez peut-être dit clairement, et je suis peut-être redondante, mais... autre que les exercices de respiration ou quoi, est-ce qu'il y a des trucs pour se pousser à aller, t'y vas, quoi? Je pense que c'est intéressant de se pencher là-dessus au niveau individuel, parce qu'on ne va pas pouvoir y répondre ce soir, mais par contre, je ne peux que vous encourager à cultiver des rituels qui vous font du bien.
C'est vrai que le passage de l'état de veille à l'état de sommeil, c'est de s'abandonner. Et pouvoir s'abandonner dans ce lit, c'est pas évident. J'ai accompagné des personnes qui ont vécu dans la rue. Elles habitent peut-être dans des maisons de repos maintenant ou dans d'autres structures. Elles n'utilisent pas le lit. C'est pas possible de se coucher dans ce lit. Mais par contre, le sommeil va être mis en place alors dans le fauteuil à côté. Et puis à un moment donné, on ne sait pas trop pourquoi, en retravaillant un petit peu des rituels d'endormissement et surtout un état où on se sent en sécurité, de pouvoir réapprivoiser son lit. Et nous avons recours à la respiration, pas uniquement au yoga, mais dans la plupart, voire toutes les approches psychocorporelles, parce que c'est la seule fonction du système nerveux autonome qu'on a la capacité de pouvoir contrôler. Toutes les autres, on n'arrive pas à déterminer quand on va commencer à digérer, quand ça va se terminer. Mais par contre, la respiration, on peut avoir une influence dessus. Et donc, ça va permettre de calmer le corps. C'est vraiment la seule manière, la voie parfaite et l'outil que vous avez partout et tout le temps. On va accueillir la dernière question là au-dessus. Oui, bonsoir et merci beaucoup. J'aimerais que vous parliez un peu de la cohérence cardiaque qui peut être un outil aussi extraordinaire. Merci. Alors là, à nouveau, c'est un outil à part entière. On n'aura peut-être pas le temps de l'aborder, mais qui se base aussi sur la respiration d'une manière assez schématique. Et effectivement, ça a des effets très intéressants. Mais oui, moi je pourrais dire qu'il y a comme un arbre avec plein de techniques. Elles sont là et il y a plein de feuilles différentes, des fruits différents, mais c'est toujours cette base du souffle. Et c'est des techniques ancestrales qui ne viennent pas de notre époque occidentale, mais il y a plein de formes d'appropriation aussi par les thérapeutes occidentaux de ces techniques. Et donc il y a beaucoup d'outils très très intéressants et certains vont plus pratiquer ces cohérences cardiaques ou d'autres vont dire moi je vais faire de l'hypnose. Voilà, c'est finalement des branches du même arbre, oui, d'un panel.